Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sélection où je me suis dit que j'allais vous parler de mes livres doudou. Alors qu'est-ce que j'entends par livre doudou? Pour moi un doudou c'est un objet auquel on s'accroche toute son enfance, voire un peu plus pour certains, certaines, et qui à la fin est complètement désagrégé, vidé de sa substance et ne ressemble plus du tout au joli petit nounours qu'il eût pu être initialement. Et c'est un peu ce que j'ai fait pour certains livres que j'ai usé, abusé, relu, relus des dizaines voire des centaines de fois au cours de mes jeunes années. Et donc je me suis dit que je allais vous les présenter et que c'était en plus l'occasion de vous parler de livres assez anciens, qu'on voit peut-être moins tourner récemment et que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, qui ont été extrêmement formateurs pour moi en tant que jeune lectrice et dont j'ai encore un souvenir très ému à l'heure actuelle et qui pour moi resteront des livres sur lesquels je peux pas être objective parce qu'en fait je les ai tellement aimés à l'époque, je les ai tellement relus qu'ils ont perdu pour moi toute notion d'objectivité. Alors certains plus que d'autres effectivement, mais il y a un truc un peu en décalage avec tous les autres livres que j'ai pu lire par la suite pour ces livres-là. Et donc je trouve que c'était intéressant de vous en parler. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez des livres pour lesquels c'est la même chose pour vous, ou si vous avez lu certains livres que je vais vous présenter. Il y en a beaucoup qui sont assez connus, hein, globalement. Il y en a quelques-uns qui le sont un petit peu moins. Mais voilà, globalement c'est des gros succès quand même, hein. C'est une époque où il y avait moins de choix, je dirais, en termes de littérature jeunesse, donc on finissait par lire toujours un peu les mêmes livres quand on aimait lire. D'autre part, c'est des livres de quand j'étais jeune, donc c'est mes parents qui les achetaient, donc voilà, c'est des livres que... Enfin, c'est pas des livres que je trouvais sur internet ou des choses comme ça, donc il y a forcément un biais de... les livres les plus connus, forcément, étaient beaucoup plus susceptibles d'être achetés. En tout cas, je vous propose qu'on commence tout de suite, puisqu'il fait très chaud et que cette introduction est déjà très longue. Comment vous parler de mes jeunes années de lectrice sans vous parler de ce livre et plus particulièrement de cette saga? J'ai pris les deux éditions qui, pour moi, sont vraiment le paroxysme de mes lectures. Alors si je veux être tout à fait honnête, il y en a une beaucoup plus que l'autre, mais toujours est-il que ça va pas être la vidéo où vous verrez les livres en meilleur état. Je préfère vous prévenir tout de suite si vous êtes un peu tatillon au niveau des états de livres, comme ça peut être mon cas. C'est des livres que j'ai depuis que je suis toute petite, donc ils ont vieilli avec moi. Alors il y a des fois où c'est parce que je faisais pas très attention à mes livres quand j'étais petite, il y a des fois où malheureusement c'est parce que un livre ça vieillit aussi. Mais globalement voilà, ils sont un petit peu abîmés. Je suis désolée si ça vous gêne. Donc le premier livre, bien évidemment, c'est Harry Potter, ma vieille édition Gallimard, mais qui n'est pas finalement si abîmée que ça. Alors, un peu souffert au niveau des coins, mais c'est pas celle que j'ai le plus lue, absolument pas. Si vous voulez tout savoir, moi je suis une extrêmement grande fan des livres audio Harry Potter, et notamment des 4 premiers, qui sont lus par l'extraordinaire Bernard Giraudot, et que pour le coup j'ai absolument usé en voiture, sur mon ordinateur, enfin voilà, c'était vraiment... Je mettais ça dans les oreilles et je pouvais m'allonger sur mon lit et l'écouter pendant des heures en faisant des choses ou pas forcément. C'est bon, une série que j'adore, mais en plus voilà, une expérience de lecture qui va avec. Je me souviens d'avoir découvert à partir du 5e livre, je crois, il sortait, alors que j'étais en train de les lire, donc le 6e, le 7e, je les avais précommandés. Le 7e, on avait essayé de le lire en anglais avec mon père, qui me faisait la lecture le soir et qui parfois malheureusement s'endormait sur les pages parce qu'il était crevé et que lire en anglais en traduisant à sa petite fille, c'est pas forcément évident. C'est un livre, une série qui m'a accompagnée pendant des années et des années, qui m'accompagne encore maintenant, hein. Il m'arrive encore de les relire, j'achète les éditions illustrées qui sortent, donc je les relis à ces occasions-là. Ça fait longtemps que je me suis pas fait une relecture de tous les tomes à suivre, peut-être que je ferai ça alors soit cet été, soit cet automne, parce que pour moi Harry Potter c'est soit une lecture estivale, soit une lecture de rentrée, hein, globalement. Je dirais qu'au printemps, je trouve que c'est un peu moins la saison. Pour moi, c'est quand même une composante un peu estivale-automnale, mais voilà. Mais c'est vrai que le fait de vous en parler, ça me donne très très envie de les relire, donc pourquoi pas. Peut-être les réécouter aussi, puisque maintenant j'ai les 7 tomes en audio aussi. Alors même si je reste très très fidèle aux 4 premiers, j'avoue que le lecteur des 5, 6, 7 a quand même fait du bon travail à essayer de reprendre un petit peu la patte de Bernard Giraudot.
ça restera jamais la même chose, mais c'est une belle attention. J'aime beaucoup ces vieilles éditions Gallimard qui sont extrêmement datées et qu'on trouve plus nulle part maintenant. Voilà, j'ai pas les très belles éditions en coffret Gallimard, mais j'en ai des assez jolis illustrés et voilà, pour moi ça reste un bonheur à collectionner, un bonheur à relire. Voilà, Harry Potter c'est toute mon enfance, c'est toute mon adolescence aussi, c'est énormément de souvenirs en tout genre et voilà. C'est pas la vidéo de l'objectivité, hein, je vous l'ai déjà dit, mais je pouvais pas vous faire une vidéo sur mes lectures doudou sans vous parler de ma lecture doudou par excellence. Une autre lecture doudou de mon enfance, alors je vais vous présenter le livre papier, mais que je n'ai en fait jamais lu dans ce format-là. Je l'ai acheté parce que j'avais envie de l'avoir dans ma bibliothèque, j'avais la suite en papier. Mais encore une fois, je suis une grande consommatrice du livre audio que je n'ai pas avec moi, je pense qu'il est resté chez mes parents. Et voilà, c'est ce support-là que j'ai vraiment réécouté en boucle, notamment lors des trajets en vacances, puisque c'est un livre assez court. C'est Artemis Fowl, le tome 1 de Ewin Colfer, aux éditions Gallimard encore. On peut dire que Gallimard Jeunesse fait des trucs extrêmement chouettes pour la jeunesse et notamment en fantastique jeunesse. C'est peut-être un des livres les moins connus que je vais vous présenter aujourd'hui, mais pour moi c'est vraiment une référence en fantastique jeunesse et c'est le cas pour toute ma famille je pense, puisqu'on leur a prêté aussi les livres audio au fil des années, donc je pense que tous mes cousins et cousines ont grandi en écoutant Artemis Fowl. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Artemis, qui est jeune quand il commence cette histoire, vous voyez, il a 12 ans, mais il est extrêmement intelligent, extrêmement précoce. Il est orphelin ou presque, c'est-à-dire que son père a disparu et sa mère est malheureusement plus capable de s'occuper de lui, donc il s'occupe un peu de lui tout seul avec son garde du corps qui s'appelle Butler, et il se retrouve à essayer de chasser les fées. Donc ça se passe en Irlande ou en Écosse, enfin en tout cas c'est le folklore anglais, le folklore celte un petit peu, qui est traité dans ce récit, et donc ça parle des fées, des farfadets, etc. Et donc on suit en parallèle Artemis et Holly, qui est une fée qui habite sous terre comme toutes les fées. Et donc la découverte d'Artemis de ce peuple et ce que ça change pour Holly et les autres fées. C'est un récit qui est absolument merveilleux, tant par les sujets qu'il aborde que par l'écriture de Ewin Colfer, qui est extrêmement drôle et à la fois extrêmement touchante et qui aborde plein de sujets qui des fois sont pas si évidents que ça. Alors j'ai lu le premier tome et j'ai lu les autres bien après, donc j'ai pas l'espèce de sensibilité un petit peu exacerbée que je peux avoir pour le premier tome, pour les autres tomes que j'ai du coup peut-être moins appréciés, mais parce que je les ai découverts peut-être un peu plus tard, et c'est quand même un récit assez jeunesse de par ses personnages, etc. Mais pour moi le premier tome d'Artemis Fowl c'est vraiment une pépite, et qui peut se suffire à lui-même, hein. On peut tout à fait imaginer que l'histoire se termine ici, si vous n'avez pas envie de vous lancer dans une série à rallonge, que je peux comprendre. Voilà, c'est une histoire que j'adore, que je relirai je pense encore avec plaisir, même si encore une fois ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Ce serait peut-être l'occasion. En tout cas, si vous n'avez pas découvert Artemis Fowl, franchement, laissez-vous tenter, je pense que ça peut plaire à beaucoup. Un récit résolument plus adulte, mais que j'ai aussi découvert assez jeune finalement, en livre audio encore une fois, c'est... Alors je vais vous présenter le livre et le livre audio, Le Clan des Autori de Yann Herm, donc encore une fois aux éditions Gallimard Jeunesse, décidément, que toujours j'ai vraiment usé sur la version CD, qui est lue en plus par un lecteur que j'adore, c'est Thierry Ancine. Alors je sais pas si vous aurez la référence, mais c'est le monsieur qui fait la voix française du juge dans le 3e Hunger Game. Le nom m'échappe, et enfin, j'adore la voix de ce lecteur, vraiment je suis extrêmement fan, et bon, pour moi c'est très important les voix des lecteurs de livres audio, mais alors celui-là particulièrement, voilà, encore une fois il a bercé mon enfance. Je trouve que ses inflexions sont vraiment extrêmement agréables, il a une voix très grave, donc c'est très agréable. C'est l'histoire dans un Japon un petit peu féodal fantastique de Takeo, qui en fait se retrouve un petit peu livré à lui-même quand une troupe de guerriers incendie son village et tue tout le monde, et il se fait recueillir par un noble qui passait par là étrangement et qui le prend sous son aile et en fait son héritier. Et c'est l'histoire de leur relation à eux deux, de Takeo qui grandit et qui se trouve pas finalement être un jeune garçon si lambda que ça, par plein d'aspects, et en fait ça c'est le premier tome qui a une fin absolument horrible, et puis après ça monte en puissance dans le 2e et le 3e. Le 3e qui a une fin absolument atroce,
et le 4e tome qui n'est pas très gai non plus, mais c'est une série qui est absolument ouf. J'adore le style d'écriture de Liane Ern. En plus, voilà, comme je vous le disais, narrer avec cette voix, c'est encore plus agréable, mais c'est voilà, encore une fois une série pour laquelle j'ai perdu toute objectivité à ma 50e écoute, probablement. Une poésie incroyable, c'est aussi une histoire d'amour complètement folle. C'est voilà, ce Japon un petit peu hors du temps, un petit peu mystérieux, avec une espèce de magie qui est aussi très particulière. C'est beaucoup de choses, ce récit, et il y a d'autres livres dans cet univers qui sont sortis. Moi je suis en train de lire Shikanoko, qui est une quadrilogie, si je dis pas de bêtises, il faut que je lise le tome 3. Et il y a encore un autre récit sorti, alors je sais plus si c'est... Shikanoko c'est avant, et l'autre, je sais pas, je crois que c'est la suite, mais je ne suis pas certaine de ce que j'avance. En tout cas, le clan des Otori, pour moi c'est vraiment... voilà, une lecture doudou, encore une fois, par excellence. Un univers juste ouf, et vraiment, c'est un récit d'ambiance et avec des personnages qui restent hyper chers à mon cœur, je sais pas comment vous dire ça, mais voilà, des très beaux moments d'écoute, des très beaux moments de lecture que je peux que vous recommander si vous n'avez pas encore craqué pour ces récits. Encore un livre que j'ai découvert en livre audio et dont j'ai usé le livre audio, peut-être un petit peu moins que tous ceux que je vous ai présentés initialement, mais tout de même pas mal. Et pour le coup, par contre, un récit contemporain, même s'il est toujours publié chez Gallimard Jeunesse. Je vais vous parler de 4 filles et un djinn de Anne Brachares, aux éditions Gallimard Jeunesse du coup. Encore une fois, avec le livre audio qui va bien. 4 filles et un djinn, c'est l'histoire de 4 filles qui ont grandi ensemble, qui ont à peu près le même âge, et qui, pour la première fois, vont passer un été séparés, et trouvent du coup un djinn dans une friperie qui se trouve aller à chacune d'entre elles extrêmement bien, alors qu'elles n'ont pas du tout la même morphologie, et du coup elles décident de se l'échanger au cours de l'été en se l'envoyant avec des lettres, et que ce soit leur lien pour l'été, et qu'elles puissent se raconter un petit peu au travers de tout ça. Et donc c'est l'histoire de 4 jeunes filles qui finalement grandissent au cours des tomes, au cours des étés, qui vivent leurs premières histoires d'amour, leurs premiers grands chagrins, leur découverte d'elles-mêmes, de leur corps, voilà, de beaucoup de choses, de leurs relations avec leurs parents, qui sont plus ou moins simples, etc. Enfin, il se passe énormément de choses dans ces récits, et pour moi jeune, c'était c'est des récits assez formateurs entre guillemets. 4 jeunes femmes qui sont hyper différentes en termes de personnalité, en termes de relations avec les autres, etc. Mais c'était hyper intéressant à suivre. Il y a 4 tomes, et le 4 filles et un djinn pour toujours, qui pour le coup est leur récit une fois adulte, et qui personnellement m'a brisé le cœur plus d'une fois. Si vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle, sinon je ne peux que vous encourager à découvrir ce récit qui effectivement est assez jeunesse quand ça commence, mais en fait comme elles grandissent au fur et à mesure, dans le dernier tome elles sont à la fac je crois, et dans 4 filles et un djinn pour toujours elles sont adultes, donc voilà, on a une espèce d'éventail de vie qui est assez ouf, et en termes de retranscription de sentiments, de ce que c'est d'être jeune et de grandir, je trouve que c'est vraiment assez réaliste en fait. Et voilà, encore une fois, en parler, ça me donne envie de le relire. Pour le coup, c'est un excellent récit pour l'été, si vous cherchez de quoi vous divertir quand il fait chaud, parce que bah, ils se passent tous en été en fait, donc c'est un petit peu l'occasion, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est des très belles histoires, et toujours le livre audio est très chouette si vous préférez ce format-là, ce que je peux tout à fait comprendre. Voilà, je vous recommande encore une fois ce livre extrêmement doudou pour moi. Moins d'écoute, mais qui me reste également en tête, et encore une fois des personnages auxquels je ne cesserai probablement jamais de penser. Alors cette vidéo, c'est un exercice un petit peu difficile, parce que au-delà du fait que je vous présente des livres pour lesquels j'ai absolument aucune objectivité, j'essaie de me rappeler dans l'ordre dans lequel je les ai découverts, sauf que ça fait des années, voire des dizaines d'années, et du coup je suis pas certaine de ce que j'avance. Mais écoutez, on va faire comme si. Le prochain dont je vais vous parler, c'est pareil, c'est une série, mais comme la plupart finalement,
c'est La quête d'Eowyn d'un monde à l'autre de Pierre Bottero chez Rajo. Alors pourquoi celui-là et pourquoi pas Elana et l'autre? Je pense que Eowyn ça reste quand même celui que j'ai le plus relu. En tout cas cette série, La quête d'Eowyn. J'ai moins relu Les mondes d'Eowyn parce que j'étais absolument traumatisée par La forêt des captifs et que j'ai toujours eu beaucoup de mal à aller plus loin, et j'ai beaucoup apprécié, mais peut-être un petit peu plus âgée. Pareil pour Elana. Je pense que Eowyn c'était plus dans l'enfance, l'autre début d'adolescence, et Elana un petit peu plus young adult. Mais ça reste un univers et une série élargie que, pareil, j'ai relu des dizaines de fois, ma tranche elle est complètement abîmée. Je pense que c'est pas celui-là où les pages se décollent, mais ils en sont pas loin. Pour le coup, j'ai découvert le livre audio de ce récit-là il y a quelques années, assez tardivement, parce qu'il est ressorti à l'occasion de la réédition de Rajo. J'aime bien le livre audio. Bon, c'est pas un livre avec lequel j'ai grandi, donc c'est pas aussi fort que pour les autres que je vous ai présentés, mais j'aime bien ce livre audio. Voilà, que vous dire à part que Pierre Bottero est un auteur absolument fantastique, avec un style d'une poésie incroyable, un univers absolument fou. Je vous disais dans ma vidéo sur les thèmes de magie que l'art du dessin, d'une poésie, d'une beauté folle. En plus, voilà, dans ce tome-là et dans La quête d'Eowyn, de manière générale, on développe beaucoup cette chose-là, et les images que ça crée dans les esprits, enfin moi ça me transporte à chaque fois. J'aime beaucoup ces personnages, encore une fois c'est des personnages qu'on voit grandir tout au cours de ces séries, et voilà, c'est un bonheur, aucune objectivité encore une fois, mais vraiment si vous n'avez pas encore découvert Gwenda la Vire, allez-y, il attend que vous. C'est là que je suis plus du tout sûre de ma chronologie, mais on va dire que c'est comme ça que ça s'est passé. Je vais vous parler de Eragon, le tome 1 de Christopher Paolini, probablement un des livres les plus abîmés de ma bibliothèque également. Bon, Eragon, vous connaissez probablement, hein, comme beaucoup de livres que je vous présente aujourd'hui. En plus, il y a une adaptation en film, bon, plus ou moins réussie, on va pas revenir là-dessus. Je suis absolument fan des couvertures de cette série. J'ai imaginé tellement de fois des dragons à la base de ces couvertures, c'est ouf. C'est une histoire que je trouve en fait absolument magique. Je l'ai peut-être moins relu que certains des livres que je vous présente, mais les sensations que ça a fait naître en moi de repenser à ce livre sont vraiment similaires à tous les livres de cette vidéo, donc c'est pour ça que je vous en parle. Pour moi ça a vraiment ce côté extrêmement doudou, l'histoire de Eragon et Saphira, donc de ce jeune fermier qui découvre un œuf de dragon et qui finit par éclore, et puis qui se retrouve embarqué dans une aventure absolument ouf. C'est voilà, vraiment ça a bercé pareil une grosse partie de ma fin d'enfance, début d'adolescence. J'aime beaucoup le style de Christopher Paolini, en plus encore une fois c'est une série que j'ai eu la chance de voir publier au fur et à mesure, puisque quand j'ai commencé je crois qu'il y avait que les 2 premiers tomes, et puis bon, j'ai attendu le 3e, et puis le dernier tome avec la résolution de tout ça. Alors on en pense ce qu'on en veut. Moi personnellement, j'ai plutôt bien aimé la fin de cette série, alors même si peut-être effectivement c'est une fin plus ouverte que ce que j'appréciais à l'époque et ce que j'apprécie toujours, je l'ai trouvé quand même très chouette. J'ai lu aussi les novellas qui sont parues il y a quelques années dans le même univers, et il semblerait que peut-être on doit attendre une suite d'Eragon, donc je suis là pour ça, hein. Je serai au rendez-vous si jamais. En tout cas pour moi c'est vraiment le type de série dont je garde un souvenir ému si on veut, mais qui vieillira avec moi et que je relirai encore et encore au fil des années. Comme tous les livres que je vous présente, ça fait longtemps que je les ai relus finalement, mais ça veut pas dire que je ne les relirai plus jamais. Bien au contraire, je pense que ils ont encore de belles années de lecture avec moi. Ensuite, alors une série qui est un petit peu particulière, puisque si j'ai absolument adoré les 4-5 premiers tomes, j'ai eu beaucoup plus de mal avec la suite, et d'ailleurs j'ai gardé que les 2 premiers tomes dans ma bibliothèque, mais pour moi ils ont une saveur tellement particulière que je tenais quand même à vous la présenter. C'est Tara Duncan de Sophie Audouin-Mamikonian, alors que j'ai ici aux éditions Seuil, dans une édition très vintage, très bizarre, qui n'existe plus je crois, hein. D'ailleurs heureusement, parce que vraiment cette personne fait peur, mais en fait ils me font tellement marrer que je les ai gardés comme ça. Tara Duncan, c'est un petit peu le Harry Potter français, hein. C'était comme ça que c'était marketé à l'époque en tout cas. C'est l'histoire d'une jeune fille qui habite en France et qui par un concours de circonstances se fait enlever et se retrouve catapultée dans un monde magique où il est question de sorcellerie, hein, comme c'est le titre du premier tome, donc de gens qui savent lier les sorts, et elle se trouve à être
beaucoup plus puissante que beaucoup de gens et d'avoir une histoire un petit peu particulière, etc. Enfin bref, un livre fantastique, fantasy jeunesse assez classique finalement, mais qui avait cette chose de particulier à l'époque que moi ça m'a vraiment fait les mêmes vibes qu'Harry Potter, surtout dans les 2 premiers où on découvre l'univers, on découvre l'école de magie, il y a des sorts, des personnages, des professeurs, etc. C'était vraiment hyper chouette. Sarah, c'était un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé suivre à l'époque. En plus, c'était une jeune fille, donc ça changeait des jeunes garçons de pas mal de séries fantastiques fantasy. Donc pour toutes ces raisons, c'est des livres que j'ai beaucoup aimés, que j'ai beaucoup relus aussi. Et alors malheureusement, j'ai trouvé qu'à partir du 6e tome, il y avait eu un changement d'éditeur, il y avait un changement de rythme de publication également, qui desservait peut-être la série. Toujours est-il que les derniers tomes, et notamment la fin, m'ont plutôt déplu, mais je garde encore un très bon souvenir de ces 2 premiers tomes, et encore une fois jusqu'au 5e, je trouve qu'il y avait vraiment des choses qui marchaient très bien. J'ai des souvenirs des sentiments que j'ai ressentis en lisant pour les premières fois, notamment les tomes 4 et 5, qui étaient vraiment, par certains passages, absolument horribles pour mon jeune moi. Voilà, enfin c'est une série voilà, dont je repense encore avec beaucoup d'attachement, et je pense que je relirai avec plaisir les 2 premiers tomes en tout cas. Donc voilà, peut-être qu'elle est moins connue encore que je pense que Tara Duncan, à l'époque, voilà, il y a une dizaine d'années, on en parlait pas mal, mais voilà. C'est un peu difficile de vous la conseiller parce qu'encore une fois, la fin est pour moi très en dessous du reste, mais si vous voulez juste aller jusqu'au 5e tome pour vous faire une idée, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Et là, on va rentrer dans le dur de mes années d'adolescence et notamment du collège, avec encore une fois un livre dont je ne pouvais pas ne pas parler. Bien évidemment, le tome 1 de Twilight Fascination de Stéphanie Meyer aux éditions Hachette. Pareil, une vieille édition qui a pas mal souffert, qui a été pas mal relue aussi, que moi personnellement j'ai découvert au moment de la sortie du premier film. En fait, j'en avais jamais entendu parler avant, et quand le premier film a été annoncé, je me suis bouffé les 3 premiers, je crois, qui étaient sortis à l'époque, et j'ai lu le tome 4 quand il est sorti. J'ai lu Midnight Sun aussi il y a 1 an ou 2 maintenant, pareil quand il est enfin sorti. Bon, qui a pas été une lecture incroyable, hein, clairement, mais après la hype, après mes années collège, peut-être que si je l'avais lu à l'époque, j'aurais autant apprécié que ces livres-là, je ne sais pas. Alors, je sais que Twilight a beaucoup de défauts, hein, on est d'accord que la relation est quand même très particulière, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement problématiques dans ces livres, mais encore une fois, à l'époque, c'était un petit peu le renouveau du fantastique adolescent, des histoires de vampires. Alors après, j'en ai bouffé un certain nombre d'histoires de vampires, jusqu'à l'écœurement presque, mais en tout cas à l'époque c'était vraiment ouf. Ça a marqué encore une fois un renouveau de ces histoires-là. En plus c'était avec des ados, donc c'était un peu ce que j'étais à ce moment-là aussi. On en discutait au collège et tout, enfin voilà, il y avait tout un truc. J'en garde de très bons souvenirs. Pour moi, le 4e tome est alors le premier tome parce que c'est la découverte, le 4e parce qu'ils sont plus adultes, sont quand même beaucoup mieux, même si, encore une fois, il y a des gros problèmes. Je suis pas objective pour ce livre, hein, voilà. Je trouve que ce que Twilight a permis par la suite est quand même très chouette. Pour moi, c'est pas un excellent livre, vous trouverez beaucoup mieux en termes de style d'écriture, notamment parmi les livres que je vous ai présentés avant, mais parmi d'autres encore. Il y a des histoires de vampires qui sont beaucoup plus abouties, etc. aussi, mais à l'époque, c'était vraiment un truc ouf. Probablement un des livres de cette vidéo qui sera le moins connu, mais qui, pareil, m'a beaucoup accompagnée au collège, je dirais. C'est le 3e vœu, donc de Janet Rallison, chez La Martinière Jeunesse. C'est, je pense, une des premières réécritures de contes que j'ai lues, qui se passe dans notre monde, où en fait cette jeune fille, alors je sais plus dans quel contexte se retrouve catapultée dans le monde des contes de fées, et découvre que c'est pas tout rose, hein, globalement, et enfin voilà, elle doit essayer d'être un peu moins égoïste, etc., enfin de grandir et d'être une meilleure personne globalement pour réussir à s'en sortir. J'en ai pas énormément de souvenirs à l'heure où je vous parle, j'ai vraiment des impressions pour ce livre, c'est des choses qui restent en mémoire. Ça fait encore une fois très longtemps que je ne l'ai pas relu, peut-être que je referai ça aussi. Faudrait que je me fasse une session relecture là, parce qu'après tous les livres que je vous ai présentés, j'ai l'impression que j'ai envie de relire tout, mais que j'ai pas le temps.
Donc peut-être qu'une petite session relecture s'imposerait. En tout cas, c'est un livre que j'ai encore une fois beaucoup relu, beaucoup apprécié à l'époque. Je sais pas si ce serait toujours le cas maintenant, mais ce serait intéressant de le découvrir. J'avais trouvé que c'était hyper original l'aspect réécriture de contes comme ça, et voilà, que le fait que le personnage évolue et soit de plus en plus bon, entre guillemets, au fil des pages, c'était hyper intéressant. Il y a une petite romance aussi que j'avais trouvée extrêmement mignonne. Enfin voilà, pour moi c'était un très bon livre à l'époque, et voilà. Encore une fois, j'en garde un espèce de souvenir un peu ému, un peu mignon, un peu doudou, encore une fois, hein, de cette histoire, et c'est un livre que je conserverai, je pense, dans longtemps. C'est peut-être pour ça que j'ai peur de le relire, parce que je me dis que si je l'aime plus, bah, je vais être hyper déçue, alors que voilà, je vous en ai un souvenir un peu magique comme ça. Donc voilà, c'était une très bonne lecture à l'époque. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu il y a moins longtemps que moi, et si vous le trouvez très bien aussi, parce que ça me réconfortera un peu, et ça peut-être ça me donnera envie de le relire plus vite, ça me fera moins peur. Voilà. Et le dernier livre de cette vidéo, ma dernière lecture doudou, donc la plus récente, hein, je pense que on peut dire ça. Pas des moindres non plus, probablement une de celles que j'ai le moins relue, encore que, mais je pense que c'est parce que c'est une de celles que j'ai découvert le plus tard, donc forcément je peux moins l'avoir relue parce que bah j'ai eu moins de temps pour le faire. C'est Hunger Games de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse, donc ma vieille édition de l'époque, qui pareil a beaucoup souffert. Encore une fois, j'avais eu la chance de les découvrir, je pense à la sortie du premier film, et quand le troisième n'était pas encore sorti, ou elle est sortie, ou venait juste de sortir, quelque chose comme ça. J'ai adoré ce récit, c'est une des premières dystopies que j'ai lues, je pense, voire la première. C'était juste ouf à l'époque, enfin voilà, ça m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses. Les personnages m'ont vraiment transcendée, hein. Katniss, ça a été une très belle découverte. Alors, c'est pas le livre qui m'a fait apprécier les triangles amoureux, très clairement, mais voilà, je détestais moins, on va dire, que maintenant. Hunger Games, ça a été toute une époque aussi, et pour le coup, je trouve que c'est un livre qui a plutôt très bien vieilli, puisque je pense que même si je le relisais maintenant, il y aurait encore beaucoup de choses qui me parleraient. Le film se regarde encore plutôt pas trop mal non plus, donc voilà, pour moi c'était encore une fois toute une époque, plein de relectures, et vraiment plein de sentiments, plein de sensations, de découvertes et de choses assez incroyables. Donc encore une fois, un très bon livre doudou, que je pense vous avez probablement déjà croisé ou déjà lu. Et du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors voilà, c'est des livres assez connus globalement, mais il y en a certains un petit peu moins que d'autres, je pense. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, si vous les connaissez tous ou pas, si ce sont aussi pour certains vos livres doudou ou pas aussi. Et voilà, si vous en avez d'autres, des livres doudou, si vous en avez qui vous pareil, vous avez relu un petit peu en grandissant à différentes étapes de votre vie, qui ont signifié des choses pour vous, etc. Ça m'intéresse beaucoup, parce que je trouve que c'est vraiment hyper important en fait, quand on grandit en tant que lecteur. Ces livres-là, c'est hyper formateur, et ça va changer un peu, je pense, notre façon de lire par la suite. Donc je trouve ça toujours très chouette à savoir. Voilà, dans tous les cas, comme d'habitude, moi je vous souhaite d'excellentes lectures, et je vous dis à la prochaine!